gel à cette époque-là. Aujourd'hui, ça se fait en une semaine, c'est vrai, mais les technologies n'étaient pas là au rendez-vous à ce moment-là. Et puis ensuite, un gros travail qui a été mené c'est un travail d'équipe, avec Cécile Lefebvre, Guy Burglen, en collaboration avec Bernard, avec Cohen, avec Weissenbach, et ce qui a permis d'identifier le gène responsable SMN1. Et je dois dire qu'il y a deux points qui sont importants. D'une part, c'est que c'est non seulement qu'on identifie le gène SMN1, mais on identifie une copie de SMN1 qui s'appelle SMN2. C'est notre équipe qui avait mis au point, qui avons caractérisé ces points-là, et caractérisé aussi la seule différence qui existait entre SMN1 et SMN2, c'était simplement une petite base dans un exome qui faisait qu'il y avait une modulation au niveau des ARN. Et bien, je dois dire que nous sommes très fiers. Notre équipe, même si ça fait de nombreuses années que ça remonte à 95 et 97 ensuite, d'avoir pu définir une cible qui est devenue une cible thérapeutique dans la métropie spinale. Et c'est vrai que quand hier, à la réunion autour des essais thérapeutiques, j'entends les familles, et si on a une arthrodèse, est-ce qu'on va pouvoir bénéficier du traitement? Est-ce que vous imaginez, il y a même 10 ans, que ce type de questions, moi je ne l'imaginais pas, et je dois dire que je suis extrêmement fière, et mes collaborateurs aussi, d'avoir pu contribuer à ces avancées. Et c'est avec grand plaisir que je vais passer la parole à Laurent, qui a été un pionnier dans ce domaine-là, j'en suis vraiment ravie. D'abord, vous le Merci beaucoup Judith, et ce qui me touche beaucoup parce qu'en 88, moi j'étais même pas un bébé docteur et je savais même pas ce que c'était la métrophie spinale. Les gens qui vous diront je le sais toujours pas, hein, mais c'est pas grave. J'avais envie moi juste de vous raconter mon voyage personnel avec la métrophie spinale et qui a commencé en première année d'internat avec un premier diagnostic du SMA1. Et je me souviens que je ne savais pas trop que faire avec ce diagnostic que je venais de poser. Et mon chef à l'époque m'avait dit tu vas d'abord acheter une bouteille de vodka, tu vas le faire au frais parce qu'après tu en auras besoin. Et il avait raison, parce que c'est ce premier annonce de diagnostic à une époque où on connaissait le gène, grâce à Julie et son équipe, était un moment où on pouvait juste dire on ne peut rien faire. Et puis, le temps a passé, je me souviens d'un été, c'était il y a 5 ans, à Liège, on avait eu 3 patients avec une SMA type 1 en 2 mois. Et c'était ma collègue, qui est quelqu'un d'humainement extraordinaire, qui avait géré ces 3 patients. Et au 3e, j'avais dit, écoute, c'est pas possible, il faut que tu prennes des vacances, il faut que tu prennes une semaine de congé, parce que 3 patients avec SMA 1 en quelques semaines, c'est vraiment beaucoup. Et je ne savais pas que 5 ans plus tard, en quelques mois, j'allais devoir en voir 70. Et puis est venu l'essai. Est venu l'essai avec le Spinraza, l'essai pour les types 1 d'abord, et un essai qui a été juste très lourd. En effet, c'était un essai randomisé, double aveugle, contre procédure placebo, et on savait déjà, on avait vu les résultats de la phase 2, ils étaient publics, on savait déjà que les enfants survivaient avec un taux de survie de 60%, que c'était en train de se développer sur le plan moteur. Et on devait expliquer à des parents qui ne connaissaient pas encore bien la maladie, qui n'étaient pas encore rentrés dans ce processus de la vie avec un enfant présentant une maladie neuromusculaire. On devait leur expliquer que voilà, qu'ils pouvaient rentrer dans cet essai et que leur enfant avait 2 chances sur 3 de recevoir le traitement et une chance sur 3 de recevoir une procédure placebo qui le mettrait sur pied d'égalité avec tous ces enfants qu'on avait vu décéder au cours des 15 dernières années. Et c'était des consultations très dures. Que je n'ai pas fait tout seul, c'était avec une équipe, avec d'autres médecins comme Andrea, Elena, Teresa, avec des arcs qui pour la plupart étaient habitués à voir des petits patients du chêne qui couraient dans les couloirs, qui venaient, qui rentraient dans les boxes de consultation, qui rigolaient. Et là, on se retrouvait avec des bébés, avec des enfants avec une hémétrophie spinale de type 1 qui vous guettaient avec leurs grands yeux comme ça, et où on ne savait pas s'ils étaient sous placebo ou s'ils étaient sous traitement. Et ça a été vraiment pour nous tous à Emotion. Et quand je dis tous, parce que c'était un vrai travail d'équipe, avec les arcs, enfin, fantastiques, les secrets
secrétaires qui s'investissent quotidiennement, les kinés. Ça a été un boulot à la fois exaltant parce qu'on avait vraiment le sentiment que quelque chose se passait, on voyait des choses, on voyait des bébés qui évoluaient comme jamais on avait vu des bébés évoluer, et on en voyait d'autres qui n'évoluaient pas, et certains aujourd'hui ne sont plus là. Et puis l'étape après dans ce voyage, ça a été laissé dans la métrophyse spinale de type 2 avec le même médicament. Comme les choses avaient un peu traîné, on avait encore le droit à 3 places. On avait encore le droit à 3 places dans l'essai, alors qu'on avait tellement d'enfants qui désiraient participer. Et on s'est retrouvé dans une situation où on ne savait plus comment faire pour savoir qui on pouvait inclure dans l'essai par rapport à la demande qu'il y avait au niveau des patients. Et une fois de plus, ça n'a pas été facile pour des jeunes assistants de recherche clinique, des jeunes kinés, des jeunes médecins qui ne sont pas habitués à avoir au quotidien cette demande et cette pression pour pouvoir rentrer dans un lycée. Et puis l'étape suivante, c'était au Danemark. C'était le 1er août. Je reçois le 1er août, en principe on est en vacances. Et effectivement, moi j'étais sur la route des vacances, je reçois un texto en me disant il faut absolument que vous soyez à midi au bout du fil, il va y avoir une conf call, il se passe quelque chose. Et c'était l'annonce selon laquelle l'essai s'arrêtait, l'essai de phase 3 avec le Nielsen s'arrêtait. Parce que trop efficace, parce que ce n'était pas possible de continuer éthiquement et de continuer à donner les procédures placebo à des enfants. Et dans le communiqué de presse qui est sorti quelques minutes après, Biogen disait il va y avoir un open access, il va y avoir la possibilité pour l'ensemble des enfants d'avoir le traitement et ce sera uniquement disponible dans les centres qui ont fait l'essai. Quelques jours plus tard, ma boîte aux lettres, ma boîte mail est explosée littéralement. Je recevais des messages de partout dans le monde en disant je veux le plus possible recevoir ce traitement. Ça n'a pas été facile parce que ça semble si simple. On fait une intrathecale, on a tous fait des intrathecales. Mais derrière chaque intrathecale, il y a une secrétaire qui a pris le rendez-vous, il y a un médecin qui s'est posé la question est-ce que l'enfant est en capacité de voyager, il y a un médecin qui fait son consultation, il y a un kiné qui l'évalue, il y a une secrétaire médicale qui va organiser l'hospitalisation, il y a un interne qui va devoir s'occuper de l'enfant pendant l'hospitalisation, il y a 2 infirmières qui vont être mobilisées, et il y a toute une équipe qui va devoir se mobiliser pour un patient, pour une injection, sachant que ce patient va devoir recevoir cette injection à la première année. Et là, à partir du 5 octobre, puisque du 4 octobre, puisque c'est ce jour-là qu'on a pu injecter le premier patient en dehors d'un essai thérapeutique, à partir de là, ça a été un flux ininterrompu de patients avec aujourd'hui plus de 12 injections intrathecales par semaine, donc 12 lits d'hôpitaux qui sont pris systématiquement pour ces enfants. Et ceci, ce n'est qu'une étape. C'est une étape du voyage, et on a entendu hier beaucoup de questions sur l'arthrodèse. Évidemment que c'est extrêmement important, et évidemment qu'on ne peut pas s'en tenir simplement aux patients avec un type 1 ou avec un type 2 qui n'ont pas encore dû bénéficier de l'arthrodèse. Mais cette étape du voyage, elle nous permet de regarder plus loin. Elle nous permet de regarder ce qui arrive, elle nous permet de voir les petites molécules qu'on développe avec des nouveaux essais, avec des médicaments par la bouche, l'essai de Roche, on en parle moins, mais il y a aussi un essai avec Novartis. On voit arriver la thérapie génique avec les premiers essais avec 6. On voit des résultats absolument fantastiques chez des enfants qui sont injectés très jeunes. Et pour moi, la question n'est pas tellement de savoir si on traitera les patients dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. La question est de savoir dans quel ordre on va donner ces médicaments, comment on va les associer. Est-ce qu'on va commencer à la naissance avec une injection de thérapie génique et puis ensuite enchaîner avec un antisens, une petite molécule? Je ne sais pas encore. Tout ce que j'espère, mais je me répète, c'est que quand je prendrai ma carrière, je vais encore dire à mes internes, vous savez, la SMR type 1, vous n'en voyez plus depuis 10 ans, les types 2 non plus, mais je vais vous raconter un peu comme mes professeurs m'ont enseigné ce qu'était la poliomyélite. Je n'ai jamais vu, j'en ai vu quelques-uns en Afrique. Ils m'ont enseigné ce qu'était la variole, toutes des maladies qui sont amenées à disparaître. Et ça, pour moi, c'est un des grands rêves, un des grands moteurs, c'est de pouvoir un jour prendre ma retraite en disant cette maladie n'existe plus, cette maladie, tous ensemble, avec vous en tant que famille, avec l'AFM, avec ces équipes qui travaillent au quotidien, cette maladie, on l'a battue et elle a disparu. Et elle a disparu grâce à vous, grâce à toi Judith, grâce à tous ceux qui travaillent au quotidien pour cette maladie. Et ça, merci beaucoup.